Elle avait tout donné à l'amour, mais la pauvreté a brisé son foyer. Une nuit, les larmes aux yeux, elle a quitté son mari. Elle croyait courir vers la lumière, sans savoir qu'elle marchait droit dans le feu. Les larmes de Nadia. Le soleil déclinait sur Abobo, ce quartier populaire d'Abidjan où les maisons en béton côtoyaient encore les petites baraques en tôle. Dans les ruelles animées, les enfants jouaient au football avec une balle en plastique usée, les femmes vendaient du poisson fumé et du garba sur des tables improvisées, et les klaxons des taxis résonnaient comme une symphonie désordonnée. Dans une cour commune, sous un grand manguier, Nadia étendait du linge. Ses yeux brillaient d'une tristesse contenue. Son mari, Ibrahim, rentra ce soir-là, fatigué, son boubou taché de sueur et de poussière. Chauffeur de taxi depuis des années, il avait les mains calleuses, le regard fatigué, mais toujours ce sourire qui jadis faisait chavirer le cœur de Nadia. « Tu es rentré tôt aujourd'hui » dit-il en posant ses clés sur la table branlante. « Je n'avais rien d'autre à faire » répondit-elle sèchement. Le silence s'installa, lourd. Seul le chant d'un griot, au loin, qui célébrait les héros d'un mariage voisin, parvenait jusqu'à eux, l'homme qui nourrit sa femme est plus riche que le roi sans héritier. Mais ces paroles, au lieu d'apaiser Nadia, lui transpercèrent le cœur. « Ibrahim, j'en ai marre de cette vie. Tous les jours, la même chose. Toi avec ton taxi cassé, toujours en train de courir derrière les clients, et moi enfermé ici comme une prisonnière. Tu crois que c'est ça, la vie ?» Ibrahim, surpris par la dureté de ses mots, leva les yeux vers elle. « Nadia, je fais ce que je peux. Un homme n'est pas éternellement pauvre. Un jour, ça changera. Ça fait 8 ans que tu me répètes la même chose. Regarde les autres femmes, leurs maris les emmènent dans des restaurants, leur offrent des bijoux. Moi, je suis obligé de compter les pièces pour acheter du riz. » Il frappa du poing sur la table. « Arrête de me comparer aux autres. Je t'ai donné ce que j'ai, mon cœur, ma fidélité, ma dignité. Si ce n'est pas assez pour toi, dis-le clairement. » Nadia sentit ses larmes couler. Elle se leva, entra dans leur petite chambre où la peinture s'écaillait, et sortit une vieille valise bleue. Elle commença à y jeter quelques vêtements, ses pagnes préférés, un parfum presque vide. « Tu fais quoi là » demanda Ibrahim, abasourdi. « Je pars. Je ne peux plus. » Le griot, au loin, entonna une autre mélodie, comme si le destin se moquait d'eux, l'oiseau qui quitte son arbre croit trouver l'or, mais parfois il ne trouve que des pierres. Nadia s'arrêta un instant, ses mains tremblaient. Ibrahim s'approcha, posa une main sur son épaule. « Nadia, je t'aime. » Elle se retourna, ses yeux noyés de douleur et de colère. Parfois, l'amour ne suffit pas. Et dans la nuit qui tombait, sous les lampadaires jaunes, Nadia franchit la porte. Derrière elle, Ibrahim resta figé, son cœur brisé, le regard perdu vers l'horizon. La ville et ses illusions. Abidjan s'éveillait comme une bête immense. Au plateau, les tours de verre reflétaient le soleil du matin, pendant qu'à Marcory, les bus Gbaka bondés avalaient des passagers pressés. Les klaxons des taxis, les appels des vendeurs ambulants criant « Orange »,« Crédit »,« Garbacho » composaient la mélodie quotidienne de la capitale économique. Nadia, valise posée dans la chambre exiguë de sa cousine Mariam à Cocody-Angré, se tenait devant la fenêtre. De là, elle voyait la circulation dense, les 4 cars étincelants qui faisaient rugir leurs moteurs, et les enfants en uniforme scolaire qui couraient vers leurs écoles privées. « Abidjan n'attend personne, ma sœur, » dit Mariam, en ajustant son foulard devant le miroir. « Ici, tu dois te battre comme un lion, sinon la ville t'avale et te recrache. Je suis prête à me battre. Je ne veux pas retourner à Yopougon comme une perdante. » Très bien. Mais souviens-toi, la ville a 2 visages. Celui qui sourit et celui qui mord. La première semaine, Nadia arpenta les quartiers d'affaires avec un dossier de CV soigneusement préparé. Elle entra dans des halls climatisés où le sol brillait comme un miroir et où les secrétaires l'observaient de haut. « Déposez votre CV, madame, on vous rappellera. » Ces mots, elle les entendit 20 fois. Toujours avec ce sourire poli mais froid, comme si son rêve ne valait rien. À midi, épuisée, elle s'assit dans un maquis de zone 4, où des cadres en chemise blanche déjeunaient autour de poissons braisés servis sur des plateaux d'attiéké. Le bruit des conversations, les éclats de rire et l'odeur des piments grillés emplissaient l'air. Un vieux griot passa entre les tables, tenant une cora fatiguée. Sa voix s'éleva. « Femme au regard de pluie, ne baisse pas tes yeux. La ville est une brousse, seuls ceux qui savent écouter les tambours trouvent le chemin. » Nadia eut la chair de poule. Elle glissa quelques billets dans sa main. Le griot lui sourit comme s'il avait vu son destin. En sortant du maquis, la pluie s'abattit brusquement, violente comme toujours à Abidjan. Les passants couraient se mettre à l'abri, les motos zigzaguaient dangereusement sur le bitume glissant. Trempée, Nadia serra son dossier de CV contre elle, priant pour qu'il ne se déchire pas. C'est alors qu'une Range Rover noire s'arrêta devant elle. La vitre descendit lentement,
révélant un homme à la peau sombre, vêtu d'un costume anthracite parfaitement ajusté. Son regard intense, mais calme, la fixa. Vous allez attraper la fièvre sous cette pluie? Montez, je vous dépose. Nadia hésita. Les histoires de filles naïves séduites par des hommes riches couraient dans toutes les rues. Mais quelque chose dans le ton de cet homme, ni arrogant ni insistant, l'apaisa. Merci, mais je ne vais pas vous manger. Montez, avant que la pluie ne vous emporte. Elle céda. À l'intérieur, un parfum discret flottait, l'odeur du cuir neuf et de la climatisation douce. La voiture filait à travers les flaques. Je m'appelle Malik, dit-il en jetant un coup d'œil rapide. Et vous? Nadia. Enchanté, Nadia. Alors, vous cherchez du travail? Oui, depuis des mois. J'ai un diplôme, mais la ville ferme les portes aux inconnus. Les portes s'ouvrent parfois quand on frappe avec patience. Mais la clé, c'est la confiance en soi. Ils roulèrent en silence un instant. La pluie frappait doucement les vitres. Devant l'immeuble imposant de Telcom Afrique, Malik ralentit. C'est ici que je descends. J'ai un entretien aujourd'hui. Dit Nadia. Alors que Dieu marche devant toi. Elle le remercia et entra dans le hall. Le marbre brillant, les plantes décoratives, les ascenseurs en verre, tout respirait la puissance. Son cœur battait fort. L'entretien se déroula avec la DRH, une femme élégante aux lunettes fines. Pourquoi devrions-nous vous choisir, Madame Nadia? Parce que je sais mettre de l'ordre dans le chaos. Parce que j'ai la patience d'écouter et la rigueur d'apprendre. Et surtout, parce que je ne veux plus vivre à moitié. La DRH la regarda un long moment, surprise par cette sincérité. Puis elle sourit. Vous commencez lundi. Période d'essai de 3 mois. Le cœur de Nadia bondit. Elle sortit de l'immeuble comme si ses pieds ne touchaient plus le sol. La pluie avait cessé, le ciel brillait. Et là, garé non loin, la Range Rover noire attendait. Malik baissa la vitre, un sourire discret aux lèvres. Alors? Lundi, cria-t-elle en riant. Félicitations. Ce soir, on fête ça? Fêter? Oui. Pas dans un grand hôtel, non. Un bon maquis, du poisson braisé, et une conversation. Elle hésita, mais son cœur dit oui avant sa raison. D'accord. Mais je paye ma part. Comme tu veux, répondit-il en démarrant, toujours avec ce calme mystérieux. Ce soir-là, dans un maquis de la Riviera, les guirlandes électriques brillaient, les grillades fumaient, la musique zouglou résonnait doucement. Malik écoutait plus qu'il ne parlait. Nadia se surprit à lui raconter son enfance, ses rêves, et même la douleur de son mariage brisé. Il ne jugea pas. Il dit seulement, « Le mariage, c'est un pays. Parfois, il faut quitter un pays pour survivre. » Nadia sentit son cœur battre plus fort. Elle ignorait encore que ce « conseiller mystérieux » cachait une identité bien plus grande que ce qu'elle pouvait imaginer. Malik, l'ombre qui fascine. Le premier lundi, Nadia entra dans les bureaux de Telcom Afrique vêtue d'un chemisier blanc bien repassé et d'un pagne wax bleu roi taillé en jupe droite. Le hall bourdonnait de monde, cadre en costume, assistante au téléphone, agent de sécurité en uniforme impeccable. Les ascenseurs vitrés montaient et descendaient comme des cœurs impatients. L'open space où elle fut affectée ressemblait à une ruche moderne. Ordinateurs alignés, imprimantes ronronnantes, dossiers empilés, chaises qui grinçaient. Sa collègue Adèle, une femme mince aux rouges à lèvres éclatants, l'accueillit avec un sourire faussement amical. « Bienvenue, petite sœur. Ici, c'est la jungle. Si tu veux survivre, retiens 2 choses. Sourire même quand tu as envie de pleurer, et ne jamais contrarier un directeur. » Merci du conseil, répondit Nadia en s'installant. La journée fut une course, standard téléphonique, tri de dossiers, café à préparer, convocation à distribuer. Mais Nadia se découvrit une aisance inattendue, elle savait calmer les impatients avec sa voix douce, classer les papiers comme si elle avait toujours travaillé ici, et même relancer poliment des cadres distraits. À midi, elle entra au réfectoire. Le bruit des couverts se mêlait au bavardage des employés. Les places VIP, séparées par une baie vitrée, semblaient appartenir à une autre dimension. Là, entouré de 2 cadres supérieurs, se trouvait Malik. Costume gris clair, montre discrète mais élégante, il parlait d'une voix posée. Leurs regards se croisèrent. Il leva légèrement son verre d'eau, signe de reconnaissance. Nadia eut un sourire discret. Personne ne remarqua l'échange, mais son cœur battait plus vite. Le soir, en sortant, il l'attendait devant l'immeuble. « Alors, ton premier jour ?» « Intense, mais je me sens à ma place. Tu vois, la ville ne mord pas toujours. » Il proposa de la déposer. Sur la route de Cocody, la ville brillait de 1000 feux. Les panneaux publicitaires illuminaient les rues, les taxis klaxonnaient, les vendeurs de bananes et de cigarettes slalomaient entre les voitures. « Tu es mystérieux, Malik, dit-elle en le regardant.
Tu dis que tu es conseiller, mais conseiller de quoi exactement? Il esquissa un sourire. Je conseille ceux qui veulent grandir. Et parfois, j'observe ceux qui ne savent pas encore qu'ils vont grandir. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une énigme. Le week-end suivant, il l'invita dans un restaurant en plein air à la Riviera, où la lagune scintillait sous la lune. Un griot, accompagné d'un balafon et d'une kora, circulait entre les tables. Malik le fit venir. Chante pour elle, dit-il simplement. Le griot posa sa main ridée sur la corde et entonna d'une voix grave. Femme au pas déterminé, la ville t'a mise à l'épreuve. Mais ton étoile brille au-dessus des eaux. Garde ton cœur pur, car les routes dorées cachent parfois des ronces. Les clients applaudirent. Nadia sentit ses yeux se remplir de larmes. Malik glissa quelques billets au griot, qui s'inclina profondément. « Pourquoi tu fais ça pour moi ?» demanda-t-elle. « Parce que tu me rappelles d'où je viens. Et parce que j'aime voir une femme sourire avec vérité. » Ils parlèrent longtemps ce soir-là. De son enfance à Yopougon, de son mariage avec Ibrahim, de ses rêves de liberté. Malik l'écoutait sans la juger, posant parfois une question douce, jamais intrusive. « Ibrahim, il t'aimait ?» « Oui. Mais l'amour ne nourrit pas toujours. J'avais l'impression de m'éteindre à ses côtés. »« Alors tu as choisi la ville. Tu sais, la ville est un miroir, elle montre à chacun ce qu'il cherche vraiment. » Une autre fois, ils allèrent à Grand-Bassam. Le sable chaud brûlait leurs pieds nus, les vagues venaient mourir à leurs chevilles. Des jeunes jouaient au football, des vendeuses proposaient des colliers de perles, des enfants riaient dans l'écume. Assis sous un parasol, Malik la regarda longuement. « Dis-moi quelque chose que tu caches à tout le monde. » « J'ai peur d'être une trahison ambulante. Une femme que l'on cite en exemple pour dire aux jeunes filles, ne faites pas comme elle. »« Moi, j'ai peur de la pauvreté, » répondit-il. « Pas du manque d'argent, mais de la pauvreté de cœur. Les gens qui ne savent pas aimer. » Il avait dit cela avec une gravité rare. Elle sentit un lien invisible se nouer entre eux, un fil tissé par la sincérité. Le soir, de retour à Abidjan, alors qu'il la déposait devant la maison de Mariam, il lui prit doucement la main. Pas un geste de possession, mais de respect. « Bonne nuit, Nadia. »« Bonne nuit, Malik. » Elle rentra, troublée. Sa cousine l'attendait, bras croisés. « Ce regard-là, je le connais. Tu tombes. Attention, cousine. Les hommes comme lui ne se montrent jamais entiers dès le début. » Nadia ne répondit pas. Mais au fond d'elle, elle savait, Malik n'était pas un homme ordinaire. Il était une ombre fascinante, et elle se laissait déjà happer. Le mariage de feu et d'or. Le temps passa vite. Les rendez-vous entre Nadia et Malik devinrent plus fréquents, plus intenses. Il l'emmenait dîner dans des restaurants chics, mais aussi parfois dans des maquis modestes, comme pour lui rappeler que le luxe ne devait pas lui faire oublier ses racines. Chaque geste de Malik était mesuré, élégant, et pourtant mystérieux. Un soir, à Dakar, lors d'un voyage qu'il avait prétexté pour « affaires », Malik l'emmena au sommet d'un immeuble moderne qui dominait la mer. Le vent portait l'odeur du large, les lumières de la ville brillaient comme 1000 bougies. Là, sans prévenir, il s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte de velours. « Nadia, je n'ai pas toutes les réponses. Mais je sais que je veux marcher à tes côtés. Veux-tu m'épouser » Le monde s'arrêta. Elle sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Malik » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Elle pensa à Ibrahim. À la petite cour de Yopougon. À la valise bleue. Mais la tentation était trop forte. Ici, la vie lui tendait une main dorée. Oui. Il passa la bague à son doigt. Les vagues, en bas, semblaient applaudir. Le mariage fut organisé rapidement. Malik tenait à ce que tout soit grandiose. On choisit Abidjan comme lieu, mais des invités vinrent de Dakar, de Lomé, de Paris. Les journaux people commencèrent à parler de cette mystérieuse jeune femme, que le conseiller influent allait épouser. La veille du mariage, un griot vint chanter devant la maison familiale de Mariam, où Nadia se préparait. Sa voix vibrait comme une prophétie. Quand l'or brille trop fort, il éblouit. Quand l'amour monte trop vite, il vacille. Mais le cœur sincère trouve toujours son chemin. Mariam, inquiète, prit Nadia à part. « Tu es sûre de toi ? On ne sait presque rien de cet homme. Et regarde comme tout est rapide. »« Je l'aime, » répondit Nadia, comme pour se convaincre elle-même. Le jour venu, le mariage était une fresque vivante. Dans la grande salle d'un hôtel de luxe à Cocody, les tables étaient recouvertes de nappes ivoires, les fleurs exotiques parfumaient l'air, et les griots faisaient vibrer leur voix pour chanter la gloire du couple. Les familles s'observaient avec méfiance. Côté Nadia, certains murmuraient qu'elle avait trahi Ibrahim, que la malédiction la poursuivrait. Côté Malik, les oncles et tantes riches jaugeaient son allure simple, ses pagnes moins coûteux. Elle n'a pas notre niveau, chuchotait une cousine de Malik, les bras croisés. Mais elle a capté son cœur,
rétorqua un oncle. Et c'est plus fort que l'argent. Les musiciens jouaient du djembé et de la kora, les danseuses en boubou coloré faisaient tournoyer leurs pagnes. L'ambiance était électrique. Malik, vêtu d'un grand boubou blanc brodé d'or, avait une allure de roi. À ses côtés, Nadia, dans une robe moderne aux motifs traditionnels, scintillait. Quand le grillon entonna. Voici l'homme et la femme unis par le destin, le feu et l'eau, la nuit et le jour. Les invités se levèrent, frappant des mains au rythme des tambours. Mais derrière les chants et les sourires, un malaise persistait. Ibrahim n'était pas là, mais son ombre planait. Plusieurs voisins de Yopougon, invités par Mariam, chuchotaient. Elle a laissé un homme pauvre pour courir vers un riche. Le ciel regarde. Que Dieu protège. L'amour acheté ne dure pas. Nadia, bien que radieuse, sentit ces murmures comme des flèches invisibles. Elle tenta de se concentrer sur Malik, sur son regard sûr. Il lui tenait la main avec force, comme pour lui dire, oublie tout, regarde-moi seulement. La fête dura jusqu'au petit matin. Le champagne coulait, les plats d'attiék et poissons, de quais de genoux et de poulets braisés se succédaient. Les griots ne se lassaient pas de chanter la gloire du couple, louant Malik comme un lion généreux, Nadia comme une reine élue par les étoiles. Quand ils quittèrent la salle, main dans la main, Nadia avait l'impression de flotter. Elle se disait qu'elle avait enfin échappé à la misère et trouvé sa place dans le monde des puissants. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait encore les mots du griot. Quand l'or brille trop fort, il éblouit. Le secret du patron. Les premiers jours après le mariage, Nadia vivait comme dans un rêve. La villa de Malik, située à la Riviera, dominait la lagune comme un palais moderne, murs blancs étincelants, piscine turquoise, baies vitrées donnant sur des jardins soigneusement taillés. Tout respirait la richesse discrète mais écrasante. Le matin, des domestiques lui apportaient le petit déjeuner, fruits frais, jus de bissap glacé, viennoiserie française. Elle, qui avait jadis compté des pièces pour acheter du riz, se retrouvait servie comme une reine. Mais cette abondance avait aussi un goût étrange, presque amer, comme si tout cela ne lui appartenait pas vraiment. Un lundi, elle retourna à son poste à Telcom Afrique. La plupart de ses collègues la regardaient avec curiosité. Certaines femmes enviaient son nouveau statut, d'autres chuchotaient des rumeurs. Adèle, sa collègue, ne put s'empêcher de lâcher. « Tu as de la chance, Nadia. Tu viens à peine d'arriver ici et déjà, tu brilles. Mais attention, la lumière attire aussi les moustiques. » Elle sourit poliment, mais au fond, elle sentait la jalousie autour d'elle. Ce jour-là, un événement inattendu arriva. La DRH vint à son bureau, l'air plus solennel que d'habitude. « Nadia, le directeur général veut vous voir. » « Le directeur ?» balbutia-t-elle. « Oui. Dans son bureau, au dernier étage. » Le cœur battant, elle monta dans l'ascenseur vitré. Chaque étage qu'elle franchissait semblait la rapprocher d'un mystère. Arrivée au 20, un couloir luxueux s'étendait, décoré de tableaux modernes et de vases en ivoire sculptés. Une secrétaire l'introduisit dans un immense bureau. Les baies vitrées donnaient une vue panoramique sur Abidjan, le plateau avec ses tours, la lagune qui brillait sous le soleil, le va-et-vient des bateaux. Le sol en marbre, le bureau en bois massif, les fauteuils en cuir, tout transpirait la puissance. Assis derrière le bureau, en train de signer des documents, se trouvait Malik. Elle s'arrêta, bouche bée. Malik, murmura-t-elle. Il leva les yeux, son regard calme et pénétrant, et sourit légèrement. Bienvenue, madame, enfin, devrais-je dire madame Diarra, puisque tu portes désormais mon nom. Nadia chancela. Elle comprit d'un coup que l'homme qu'elle croyait simple, conseiller, était en réalité le milliardaire fondateur et propriétaire de Telcom Afrique. Celui qui signait les contrats, décidait des carrières, contrôlait des centaines de vies, et donc la sienne aussi. Tu es le patron? Oui. Je suis ton patron. Ton mari. Ton destin. Ses jambes tremblaient. Elle s'assit sans demander permission, incapable de soutenir son regard. Pourquoi tu m'as caché ça? Pourquoi tu m'as fait croire que tu étais juste un conseiller? Il posa son stylo, se leva, contourna le bureau et s'assit près d'elle. Parce que je voulais que tu m'aimes pour moi, pas pour mon argent. La plupart des femmes courent après ma fortune. Toi, tu m'as offert tes blessures, ta sincérité. Alors je suis resté dans l'ombre. Jusqu'à maintenant. Ces mots auraient dû la rassurer, mais au lieu de ça, elle sentit un frisson de peur. Et maintenant? Que veux-tu de moi? Que tu sois ma femme. Ma complice. Mon soutien. Et que tu n'oublies jamais que tu m'appartiens. Le ton avait changé. Ce n'était plus le Malik doux et mystérieux qu'elle connaissait, mais l'homme de pouvoir, habitué à commander et à posséder. En redescendant dans l'ascenseur, Nadia avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Les couloirs, les collègues, les ordinateurs, tout semblait différent maintenant qu'elle savait qui était réellement Malik. Elle entendit des murmures dans son dos.
C'est elle, la nouvelle femme du Big Boss. Tu vois? Elle a bien joué ses cartes. Ces phrases la poignardaient. Elle n'avait rien calculé, et pourtant, aux yeux de tous, elle devenait la femme qui avait séduit son patron pour grimper. Le soir, dans la villa, Malik l'accueillit avec un sourire tendre, comme si rien n'avait changé. Alors, comment tu te sens en sachant la vérité? Perdu. Tu t'habitueras. Le monde des puissants fait peur au début, mais tu apprendras vite. Il l'embrassa sur le front, mais son geste lui sembla lourd, presque comme une signature apposée sur elle. Nadia comprit qu'elle était entrée dans un univers bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Le retour d'Ibrahim. Les jours passèrent, et Nadia essayait tant bien que mal de s'habituer à sa nouvelle vie. À la maison, elle était l'épouse du puissant Malik Diarra, servie et admirée. Au bureau, elle était Madame la patronne aux yeux des collègues, mais souvent derrière les sourires polis, elle sentait la jalousie et la médisance. Un matin, alors qu'elle arrivait à Telcom Afrique, une rumeur circulait déjà dans l'open space. Tu as vu le nouveau chauffeur du service direction? Un gars calme, mais avec un regard, on dirait qu'il a traversé le feu. Oui, j'ai entendu. On dit qu'il vient d'un quartier populaire. Nadia n'y prêta pas d'attention. Jusqu'à ce que, ce même jour, la DRH frappe à sa porte. Nadia, viens avec moi. Je vais te présenter le nouveau chauffeur personnel assigné à certains déplacements du siège. Elles descendirent ensemble. Dans le parking, un 4x4 noir attendait. Près de la voiture, en chemise simple et pantalon bien repassé, se tenait Ibrahim. Le monde s'arrêta. Nadia sentit ses jambes trembler, son souffle se couper. Ibrahim leva les yeux vers elle. Son regard n'était plus celui de l'homme effondré qu'elle avait quitté à Yopougon. C'était un regard dur, brûlant, mais fier. Voici Ibrahim, notre nouveau chauffeur, dit la DRH. Enchanté, madame, répondit-il avec une politesse glaciale. Le « madame » résonna comme une gifle. Madame qui? Madame la patronne? Madame la traîtresse? Nadia ne sut que répondre. Ibrahim? Balbutia-t-elle. Oui, madame, répéta-t-il, appuyant sur chaque syllabe. La DRH, ne remarquant rien, poursuivit. Vous travaillerez souvent ensemble. Il sera chargé de vous conduire pour certaines courses et événements. Le cœur de Nadia battait à tout rompre. Ibrahim, ici? Dans l'empire de Malik? Le destin semblait se moquer d'elle. Les jours suivants, l'inévitable arriva. Un matin, Malik envoya Nadia représenter la société lors d'un rendez-vous à Bingerville. Ibrahim fut chargé de la conduire. Le trajet se déroula dans un silence étouffant. La radio diffusait un vieux morceau de Meway, mais même la musique semblait se taire devant leur malaise. Finalement, Nadia craqua. Ibrahim, pourquoi toi? Pourquoi ici? Il serra le volant, ses jointures blanchissant. Parce que la vie a des routes que personne ne choisit. J'ai perdu tout à Yopougon. Je devais recommencer. Ce travail, je l'ai trouvé par hasard. Je ne savais pas que... Il s'interrompit, avala sa colère. Que je devrais te revoir chaque jour, toi. Des larmes montèrent aux yeux de Nadia. Je suis désolé, Ibrahim. Désolé? Il lâcha un rire amer. Tu m'as laissé comme un chien, avec une lettre et une valise vide à côté du lit. 8 ans de ma vie balayés en une nuit. Et maintenant, je dois t'appeler madame? Sa voix se brisa malgré lui. Il ajouta plus bas. Dis-moi, Nadia, est-ce que tu m'as jamais aimé? Ou bien j'étais seulement l'échauffement avant le vrai match? Elle se couvrit le visage de ses mains, incapable de répondre. À leur arrivée, Ibrahim descendit pour lui ouvrir la portière, comme si rien ne s'était dit. Mais dans ses yeux, elle lut une tempête contenue. Le soir, en rentrant, Malik remarqua son air troublé. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, juste la fatigue. Elle n'osa pas lui dire que son ex-mari conduisait désormais pour son entreprise. Comment aurait-il réagi? Elle redoutait la fureur de Malik, sa jalousie possessive. Les jours qui suivirent furent un supplice. Chaque fois qu'elle montait dans la voiture, elle sentait le poids du passé entre elle et Ibrahim. Parfois, leurs yeux se croisaient dans le rétroviseur, et elle croyait y voir un mélange d'amour brisé et de rancune. Un soir, alors qu'il la déposait devant la villa de la Riviera, il dit simplement. Nadia, un jour, Dieu jugera entre toi et moi. Puis il démarra sans attendre sa réponse. Nadia resta figée devant la porte de la villa, le cœur serré. Elle comprit que son passé ne s'était pas effacé, il était revenu, plus fort, plus douloureux. Et désormais, il se mêlait à son présent comme une ombre impossible à fuir. La prison dorée. Au début, la villa de la Riviera semblait un paradis. Nadia passait ses journées entourée de soie, de parfums importés, de meubles italiens. Les domestiques anticipaient ses moindres désirs. Chaque soir, Malik lui offrait des cadeaux,
bijoux en or, sacs de luxe, robes venues de Paris. Mais derrière ce décor brillant, une ombre grandissait. Malik n'était plus seulement le mari tendre et mystérieux. Il devenait le patron dans sa vie privée aussi. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour retrouver Mariam au maquis de la Riviera 2, Malik entra dans la chambre, son regard sombre. « Où vas-tu ? » ?»« Voir ma cousine, juste pour un poisson braisé. »« Pas ce soir. Tu restes ici. »« Malik, je ne suis pas une prisonnière. » Il s'approcha, posa ses mains sur ses épaules avec douceur, mais sa voix était dure. « Nadia, tu es ma femme. Tu portes mon nom. Le monde t'observe maintenant. Chaque sortie, chaque sourire, chaque regard peut devenir une rumeur. Tu crois que je vais laisser les gens salir ce que j'ai construit ? » Elle baissa les yeux. « Je veux juste vivre, être libre. » « Libre ?» Il éclata d'un rire froid. « La liberté, c'est pour ceux qui n'ont rien à perdre. Moi, j'ai tout. Et toi, tu es désormais mon trésor. On ne laisse pas un trésor courir dans les rues. » Ces mots la glacèrent. Les semaines suivantes, Malik imposa des règles. Nadia ne pouvait plus répondre à certains appels sans lui montrer son téléphone. Elle devait lui dire à l'avance où elle allait, avec qui, et combien de temps. Même au bureau, elle sentait son ombre. Les collègues la regardaient comme la femme du patron, jamais comme une employée normale. Un après-midi, Adèle lui glissa à l'oreille. « Fais attention, ma sœur. Le patron aime contrôler. On raconte des choses, des histoires avec d'autres femmes qui sont devenues invisibles après l'avoir contrarié. » Le sang de Nadia se glaça. Mais le pire était Ibrahim. Chaque fois qu'elle montait dans la voiture, Malik exigeait qu'Ibrahim lui ouvre la portière avec déférence. Ibrahim obéissait, mais son regard disait autre chose, un mélange de douleur, de mépris et de provocation muette. Un jour, alors qu'il roulait vers une cérémonie officielle, Malik, assis à côté d'elle, lança d'une voix tranchante. « Ton ex-mari conduit bien. Mais je n'aime pas la façon dont il te regarde dans le rétroviseur. » Nadia sentit son cœur s'arrêter. « Malik, je t'assure, il ne dit rien. » Justement. Le silence est plus dangereux que les mots. Il resta silencieux un long moment, puis ajouta. « Si jamais il franchit la moindre limite, je le détruirai. » Les nuits étaient les plus difficiles. Dans leur chambre luxueuse, Nadia se tournait et se retournait, incapable de dormir. Malik dormait à côté d'elle, paisible, comme si son pouvoir lui garantissait la paix intérieure. Mais elle étouffait. Un soir, elle osa murmurer. « Malik, est-ce que tu m'aimes ? Ou bien est-ce que tu m'as seulement acheté ?» Il ouvrit les yeux, la fixa longuement. « Je t'aime, Nadia. Mais mon amour est à ma manière. » « Et ta manière, c'est quoi ? » « Posséder ce que j'aime. Le garder. Le protéger, quitte à l'enfermer. » Elle sentit ses larmes couler. Dans ses rêves, sa mère défunte lui apparaissait, vêtue d'un pagne blanc. « Ma fille, l'or brille, mais il brûle les mains qui le serrent trop fort. » Nadia se réveillait en sueur, le cœur battant, comme si les ancêtres mêmes venaient l'avertir. Chaque jour, la villa lui semblait moins une maison et plus une cage dorée. Elle comprit que le vrai danger n'était pas la pauvreté qu'elle avait fui à Yopougon, mais le luxe qui l'étouffait à la Riviera. Le poids des ancêtres. Depuis quelques semaines, Nadia vivait comme entre deux mondes. Le monde visible villa luxueuse, voiture noire, fête mondaine. Et le monde invisible, qui venait la visiter la nuit. Chaque soir, son sommeil était hanté. Elle voyait sa mère défunte, vêtue d'un pagne blanc, parfois assise sous l'arbre à palabres de son village natal, parfois debout dans une lagune brumeuse. Sa voix, douce mais ferme, résonnait. « Ma fille, l'or brille, mais il éteint les yeux. Le feu qui réchauffe peut aussi brûler. Ne te laisse pas avaler. » Nadia se réveillait en sursaut, le corps en sueur, Malik dormant tranquillement à ses côtés. Un soir, elle osa en parler à sa cousine Mariam, venue lui rendre visite à la villa. « Je rêve souvent de maman. » Comme si elle voulait me prévenir. Mariam fronça les sourcils, inquiète. Dans nos traditions, les morts parlent rarement pour rien. Tu dois écouter. Peut-être qu'il est temps de consulter un vieux sage. Malik ne comprendrait pas, il rit de ces choses. Alors fais-le en silence. Les ancêtres ne se consultent pas avec la permission d'un mari. Quelques jours plus tard, en cachette, Nadia rendit visite à un vieux marabout respecté de Trècheville. Sa maison, modeste, sentait l'encens et les herbes. Des calebasses et des peaux d'animaux ornaient les murs. Le vieillard, aux yeux voilés par l'âge, l'accueillit avec lenteur. « Assieds-toi, enfant. Les esprits de ta lignée marchent derrière toi avec lourdeur. » Elle lui raconta ses rêves, ses angoisses, son sentiment d'être enfermé. Le marabout ferma les yeux, fit teinter des cauris dans une calebasse, puis les étala sur une natte. « Ton chemin est tordu. Tu as quitté un homme qui t'aimait pauvre, pour un homme riche qui t'aime comme un bijou.
Mais le bijou dans une boîte ne voit jamais le soleil. Que dois-je faire, murmura-t-elle. Le destin n'est pas une route droite. Si tu continues, tu seras reine d'une maison sans paix. Si tu retournes, tu seras pauvre mais ton cœur respirera. Les ancêtres disent, choisis entre la cage dorée et le vent libre. Les paroles résonnèrent en elle comme un tambour. Ce même soir, de retour à la villa, Malik la surprit en train de pleurer seule dans le salon. Qu'est-ce qui se passe, Nadia? Rien, j'étais juste fatigué. Ne me mens pas. Depuis quelque temps, tu as des ombres dans tes yeux. Elle hésita, puis dit à demi-mot. Je fais des rêves. Comme si maman voulait m'avertir. Malik soupira, agacé. Nadia, ce sont des cauchemars. Laisse les morts là où ils sont. Ici, nous vivons. Je t'ai donné tout ce que les femmes désirent, luxe, sécurité, respect. Alors oublie ces histoires d'ancêtres. Ses paroles tombèrent comme un coup près. Elle comprit que Malik ne croyait qu'en sa propre puissance, jamais en ce qui le dépassait. Quelques jours plus tard, au mariage d'un ministre, un griot vint chanter devant le couple. Sa kora vibra, sa voix s'éleva au-dessus du brouhaha. L'homme riche construit des murs, mais l'esprit perce les murs. La femme belle reçoit des bijoux, mais si son cœur pleure, le bijou devient pierre. Femme aux yeux fatigués, écoute les tambours de tes ancêtres. Tout le monde applaudit, mais Nadia, glacée, sentit que ces mots s'adressaient directement à elle. La nuit suivante, le rêve revint. Sa mère, assise au bord d'une rivière, lui dit. Le crocodile sourit, mais il a toujours faim. Ma fille, tu n'es pas faite pour être prisonnière. Elle se réveilla en larmes. Le luxe autour d'elle ne brillait plus. Chaque miroir, chaque bijou lui renvoyait l'image d'une femme enfermée dans une cage dorée, coupée de son vrai destin. Et dans son cœur, une question terrible s'imposa. Avait-elle vendu sa liberté contre un rêve vide? La chute du roi. Le matin où tout commença, Abidjan avait l'air normal. Les klaxons résonnaient au plateau, les vendeuses d'attiéké criaient dans les marchés, et les taxis woro-woro slalomaient entre les bus. Mais à la une des journaux étalés sur les trottoirs, un titre en lettres rouges fit frissonner Nadia. Enquête pour corruption, telle comme Afrique visée. Elle déglutit difficilement. Dans son bureau, les collègues chuchotaient, certains feignant de travailler, d'autres se partageant les articles comme des friandises amères. On dit que les contrats avec l'État sont truqués. Et que de grosses sommes sont parties à l'étranger. Si c'est vrai, notre patron est fini. Chaque mot était comme un coup de couteau. Ce soir-là, Malik rentra à la villa plus tard que d'habitude. Son visage, d'ordinaire calme et maîtrisé, était fermé, dur comme une pierre. Astérisque, les vautours rôdent, grogna-t-il en jetant sa veste sur un fauteuil. Est-ce vrai? Demanda timidement Nadia. Il la fusilla du regard. Tu doutes de moi aussi? Je veux comprendre. Comprends seulement ceci, quand un homme grimpe trop haut, il y a toujours des mains pour tirer sur ses pieds. Mais je ne tomberai pas. Pourtant, il tremblait légèrement en allumant son cigare. Les semaines suivantes, les choses empirèrent. Des perquisitions eurent lieu dans certains bureaux. Des directeurs furent convoqués au palais de justice. À la télévision, des débats animés enflammaient les plateaux. On montrait des graphiques, des chiffres, des documents fuités. La villa, autrefois pleine de rires et de visiteurs, devint silencieuse. Les amis de Malik disparaissaient les uns après les autres. Les invitations mondaines se tarirent. Même les domestiques baissaient la tête avec gêne. Certains demandèrent leur congé, d'autres partirent sans prévenir. Une nuit, Malik et Nadia eurent une dispute violente. « Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu ne m'expliques rien ?» cria-t-elle. « Parce que tu n'as pas à savoir. » rugit-il. « Tu voulais la vie de luxe? Tu l'as. Mais tu n'as pas les épaules pour comprendre ce qu'il faut sacrifier pour rester roi. » Elle recula, choquée par la rage dans ses yeux. « Malik, je ne suis pas une statue dans ton palais. Je suis ta femme. Si tu tombes, je tombe avec toi. Alors dis-moi la vérité. » Il se calma un peu, passa une main sur son visage fatigué. « La vérité? La vérité, c'est que le pouvoir se construit sur des secrets. J'ai cru pouvoir tout contrôler. Mais maintenant, ils veulent ma tête. » Les journaux finirent par publier son nom en première page. Malik Diarra inculpé, le roi des télécoms au bord de la chute. Les comptes furent gelés. Les voitures de luxe furent saisies. Les villas, menacées de confiscation. Un matin, en venant au bureau, Nadia trouva les portes closes. Des scellés rouges barrés de la mention « saisie judiciaire » pendaient sur les vitres. Les employés, rassemblés devant, murmuraient. Certains pleuraient. Un vieux griot, venu chanter dans la rue comme pour commenter le destin, entonna. Le baobab que tout le monde voyait solide s'est fendu par l'intérieur. Le roi qui régnait sur les collines marche maintenant pieds nus dans la poussière. Nadia sentit ses larmes couler. À la villa, Malik, déchu,
tourner en rond comme un lion blessé. Ils veulent m'humilier. Mais je ne me rendrai pas. Malik, on a déjà tout perdu. Non. Tant que je respire, je ne perds pas. Mais ses yeux trahissaient la panique. Un soir, alors que la pluie battait sur les vitres, Nadia sortit pour respirer. À l'entrée de la villa, elle croisa Ibrahim, venu déposer des documents de l'entreprise sur ordre de la justice. Leurs regards se croisèrent dans le silence. Ibrahim, vêtu simplement, tenait une enveloppe. Tu vois? L'argent ne nourrit pas toujours. Parfois, il avale. Dit-il doucement. Puis il tourna les talons, laissant Nadia seule avec sa douleur. Elle comprit alors que tout ce qui l'avait fasciné, les bijoux, les villas, les fêtes n'était qu'un mirage. La montagne sur laquelle elle croyait avoir grimpé n'était qu'un volcan prêt à exploser. Et au milieu de la nuit, en fixant le plafond doré de la chambre, elle murmura à voix basse. « Maman, avais-tu raison? Ai-je choisi la cage au lieu du vent ?» La villa de la Riviera n'était plus qu'une carcasse silencieuse. Les domestiques avaient déserté, les lumières restaient éteintes la plupart du temps, et les voitures de luxe avaient été remorquées par la justice. Dans les jardins jadis flamboyants, l'herbe commençait à pousser en désordre. Malik, l'homme qui commandait naguère des armées de directeurs et d'avocats, errait dans le salon vide. Ses chemises n'étaient plus repassées, sa barbe mal entretenue. Le roi était tombé, et il refusait de l'admettre. Nadia le regardait, assise sur le canapé usé. Elle se souvenait du soir où il l'avait demandé en mariage à Dakar, charismatique, sûr de lui, presque intouchable. Aujourd'hui, ce même homme ressemblait à un naufragé. « Malik ?» commença-t-elle doucement. Il leva les yeux, rouge de fatigue. « Ne me regarde pas comme ça. Je suis encore Malik Diarra. Tu es mon mari. Mais, nous n'avons plus rien. Non. Tant que j'ai toi, j'ai tout. » Ces paroles auraient pu être belles, mais elles sonnèrent comme une chaîne. Un matin, alors qu'elle sortait du portail rouillé, Nadia croisa Ibrahim. Il travaillait désormais comme chauffeur pour un magistrat. Vêtu simplement mais dignement, il avait dans son regard une paix nouvelle. Ils se regardèrent longuement. « Tu as beaucoup changé, dit-elle, la voix tremblante. La douleur change un homme. Mais elle peut aussi le purifier. Ibrahim, je... » Il leva la main pour l'arrêter. « Ne dis rien. Je ne suis pas venu pour te juger. Le destin est parfois cruel. Mais regarde-toi, Nadia. Tu étais faite pour sourire, pas pour pleurer dans une maison vide. » Ces mots la frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Le soir, Malik surprit Nadia en train de pleurer dans la chambre. « Encore lui ?» demanda-t-il sèchement. « Ce n'est pas ça. C'est moi. Je ne me reconnais plus. Je suis prisonnière. » « Tu n'es prisonnière de rien. Tu es ma femme. Reste avec moi. Quand je remonterai, tu seras encore à mes côtés. » Elle éclata en sanglots. « Malik, je ne crois plus à tes promesses. Je t'ai aimé, oui. Mais je n'ai plus de force. » Il serra les poings, ses yeux flamboyaient. « Alors quoi? Tu veux retourner vers ton ex-chauffeur de taxi? Cet homme que tu as déjà piétiné? » « Cet homme, dit-elle en relevant la tête, m'a donné plus de dignité dans la pauvreté que toi dans la richesse. » Le silence tomba comme une pierre. Malik la fixa, blessé. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Quelques jours plus tard, Nadia prit une décision. Elle retourna à Yopougon, sa valise bleue à la main, la même qu'elle avait emportée lorsqu'elle avait quitté Ibrahim des années plus tôt. Les ruelles sentaient toujours le garba et la fumée des grillades. Les enfants jouaient au ballon dans la poussière, insouciants. Elle trouva Ibrahim devant un maquis, discutant avec des amis. Lorsqu'il la vit, il se figea. Ses amis s'éloignèrent discrètement, laissant la scène se dérouler. Elle posa la valise, les larmes aux yeux. « Ibrahim, j'ai cru chercher la lumière. Mais j'ai suivi les flammes. Pardonne-moi. » Il la regarda longtemps. Ses yeux n'étaient plus ceux de l'homme humilié, mais de quelqu'un qui avait appris à se reconstruire. « Tu m'as brisé, Nadia. Mais je ne peux pas nier que je t'ai aimé. Et peut-être que je t'aime encore. » Elle s'agenouilla devant lui, le cœur lourd. « Donne-moi une chance. Pas pour le luxe, pas pour l'orgueil, juste pour respirer à deux, comme autrefois. » Un griot, passant par hasard avec sa cora, s'arrêta. Il improvisa. « L'amour n'est pas un panier neuf, mais un tissu qu'on recoud. Si les fils sont solides, ils couvrent encore. Si le cœur pardonne, la route se rouvre. » Ibrahim, ému, aida Nadia à se relever. « Je ne te promets pas un palais. Mais si tu acceptes la vérité, alors, nous pourrons recommencer. » Elle hocha la tête, les larmes coulant comme une pluie de soulagement. Ce soir-là, dans la petite cour de Yopougon, Nadia sentit quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps, la liberté. Le luxe était parti, Malik aussi. Mais devant elle se tenait un homme vrai, une vie simple, et peut-être, une seconde chance. Et dans le silence de la nuit,
elle crut entendre la voix de sa mère, douce comme le vent. « Enfin, ma fille, tu as choisi le vent libre. » Quand le vent parle. Le temps passa. Abidjan, indifférente aux destins individuels, continuait de vibrer. Klaxon au plateau, maquis de Yopougon, fête bruyante à Cocody. La ville, toujours avide, avalait des rêves et en offrait d'autres. Dans un coin reculé, Malik Diarra vivait désormais loin des projecteurs. Son empire s'était écroulé comme un château de sable. Certains disaient qu'il avait fui à Dakar, d'autres qu'il se cachait dans une villa abandonnée à la périphérie d'Abidjan. Ce qui était sûr, c'est que son nom ne faisait plus trembler personne. L'homme qui possédait tout n'avait plus rien, si ce n'est l'ombre de ses souvenirs. Nadia, elle, avait retrouvé une vie simple. Avec Ibrahim, il s'était réinstallé dans une petite maison modeste à Yopougon. Le quotidien n'était pas facile, le loyer, l'électricité, la nourriture, mais il y avait les rires, les repas partagés, les rêves construits à deux. Parfois, en cuisinant de l'attiéké et poisson au coin du feu, elle repensait à la villa de la Riviera. Le marbre brillant, les bijoux scintillants, les voitures étincelantes, tout cela lui paraissait lointain, presque irréel, comme un conte dangereux. Elle se disait alors, le luxe est un masque. La pauvreté peut blesser, mais elle ne ment pas. Un dimanche, lors d'une fête de quartier, un griot s'approcha d'eux, sa cora à la main. Il chanta devant tout le monde. La femme qui a couru après l'or a appris que l'or peut rouiller. L'homme qui a souffert en silence a retrouvé sa dignité. Et ensemble, ils ont recousu leurs pagnes déchirées. Car l'amour vrai n'est pas dans le palais, mais dans la cour poussiéreuse où les rires s'élèvent. Les voisins applaudirent. Ibrahim, un sourire timide aux lèvres, prit la main de Nadia devant tout le monde. Elle sentit son cœur se remplir d'une chaleur sincère. La nuit, alors qu'elle s'endormait, Nadia rêva encore de sa mère. Mais cette fois, elle ne la voyait pas inquiète. Sa mère souriait, assise sous l'arbre à palabres, entourée d'ancêtres. « Ma fille, tu as appris. Le vent libre ne donne pas de bijoux, mais il donne l'air qu'on respire. » Et dans ce rêve, Nadia, enfin, respira pleinement. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.